reviendra justement, mais pour l'instant, s'il y a des sanctions économiques, qui pourrait prendre ces sanctions économiques entre des États, des entités et des individus qui violent le droit international? On parle du Conseil de sécurité, on parle de l'Union européenne, on parle même de la Ligue des États arabes, qu'on oublie souvent, mais on parle aussi de l'Union africaine. Et dans l'histoire de ces différentes instances, elles ont déjà pris des sanctions mais là, contre nous. Sur ce cas-là, aucune n'a franchi le pas, on est d'accord. Il n'y a que des sanctions plutôt symboliques prises par des États individuellement. Ouais. Par exemple, la France vient de décider quelques sanctions contre 28 colons israéliens qui ont commis de la violence contre les Palestiniens. États-Unis aussi sur 4 colons israéliens de Cisjordanie. Tout à fait. L'Union européenne l'avait annoncé au mois de décembre. Elle a dit qu'elle va examiner la possibilité de prendre des sanctions individuelles contre les colons qui se sont attaqués à des étudiants palestiniens en Israël et en Cisjordanie. On les voit justement à l'écran, là, ces images-là. Donc, ils sont pas... non, nous sommes toujours en attente des résultats de leur examen, mais on entend souvent Monsieur Joseph Borrell, le chef de la diplomatie européenne, dire qu'il y aura des mesures, et nous pensons que c'est une voie importante, décisive pour l'Union européenne, pour justement être conséquente avec ces déclarations-là. Donc les pays arabes n'ont pas bougé non plus, niveau sanctions économiques? Du tout. D'accord. Ils sont aux abonnés absents. Alors, et certains, je dirais même qu'ils profitent de la crise actuelle. Alors, dites-nous, quel type de sanctions, ça pourrait se manifester comment, les sanctions économiques et financières? Alors, quand on parle de sanctions économiques, notamment au niveau de l'Union européenne, on parle surtout de gel des avoirs, des entités qui sont impliquées dans le terrorisme ou dans la subvention de terrorisme, ou des entités qui sont impliquées dans des violations graves du droit humain ou carrément des violations du droit humanitaire et du droit international. Donc, concrètement, on gèle leurs avoirs au niveau des banques européennes ou au niveau des banques des États de l'Union européenne, mais aussi on gèle les avoirs des personnes qui ont activité et l'innovation au niveau de l'Union européenne. On a par exemple pris des mesures pour interdire certains services techniques, par exemple le conseil juridique, le conseil comptable, à des entités qui font de la propagande pour l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Donc, il y a un champ d'impossibilité qui est très ouvert et qui dépend bien sûr de la volonté des États. Votre position sur le boycott, il y a des associations, il y a des ONG qui appellent au boycott économique d'Israël. Quelle est votre position, vous, à la FIDH? Nous soutenons la liberté de ces acteurs d'agir pour le boycott. Mais pour nous, à l'ordre du jour de la FIDH, c'est surtout de rappeler que des entreprises qui alimentent les causes profondes d'un conflit armé doivent respecter le devoir de diligence qui est inscrit dans le droit international, qui est aussi inscrit dans le traité de l'Union européenne. Et donc, c'est surtout d'imposer à ces entreprises-là de respecter le droit international, de faire l'évaluation de l'impact de leurs investissements, occupations. Oui, sauf que ça, c'est pas nouveau. Vous avez publié un rapport qui s'appelle Don't Buy into Occupation Coalition, qui montre qu'il y a plus d'une cinquantaine d'entreprises européennes, américaines, etc., qui investissent dans les territoires occupés alors que c'est contradictoire avec le droit international. Et ça date pas du 7 octobre ou d'avant. Ça n'avance pas, cette question. Ça avance progressivement. Notre récent rapport est le troisième, au fait, qui est fait avec une coalition de 25 organisations de droits humains, de syndicats et d'organisations palestiniennes de terrain qui sont en train de faire le monitoring des des entreprises qui financent les colonies, c'est-à-dire qui financent soit le plantement de ces colonies, soit l'expansion de ces colonies et leur durabilité. Et ça a eu des avancées au niveau international, parce qu'en 2016, les Nations Unies ont créé une base de données qui contient la liste des entreprises qui sont impliquées dans les colonies. Et ça nous a donné, au fait, la possibilité, Amésis, etc., Lafarge, etc. Donc, ça peut aboutir, effectivement, devant les juridictions nationales, mais justement, la demande, c'est d'aller au macro. Le macro, c'est l'Union européenne. Quand l'Union européenne prend des décisions de ce genre, c'est à tous les États de les respecter, les 27 membres, et donc à toutes les entreprises
15 fois plus de marchandises des colonies illégales que des territoires occupés. Il faut savoir que l'Union européenne est justement le premier partenaire commercial et économique d'Israël. 30% de l'importation israélienne provient des États de l'Union européenne. Et c'est un État qui a prouvé qu'il est incapable de respecter le droit international, notamment après cette décision de la CIJ. On voit très bien que c'est Israël maintenant qui fait la loi, une force occupante qui a vidé des terres de leur population. Pour être clair, l'Union européenne considère que les territoires occupés le sont illégalement, on est d'accord, oui. Mais importe quand même des produits, des marchandises. Exactement, c'est ça agricoles. Au fait qui montre que la question de valeur est à géométrie variable au niveau de l'Union européenne, parce que... Pour réponse, l'invité de l'économie est bien terminé, évidemment. Vous pouvez retrouver cette émission sur france24.com, sur nos réseaux sociaux et sur nos podcasts. Au revoir.